Ne faites aucun bruit, a chuchoté la fleuriste en me tirant derrière le rideau. S'il vous plaît, regardez juste. Je connaissais Patty depuis 11 ans. Elle avait fait les fleurs aux funérailles de mon mari. Elle avait fait les centres de table à chaque dîner de Noël que j'avais organisé après son décès. Ce n'était pas une femme dramatique. Ce n'était pas le genre de femme à tirer une grand-mère de 62 ans derrière un rideau de velours dans le couloir arrière d'un lieu de mariage et à presser son doigt sur ses lèvres comme si sa vie en dépendait. Alors je n'ai pas fait de bruit. Je veux vous dire que ce matin-là a commencé comme j'avais toujours imaginé que le matin du mariage de mon fils commencerait, avec du café sur le porche, avec ma belle robe étendue sur le lit, avec la joie tranquille de savoir que le garçon que j'avais élevé seul pendant les 6 dernières années de sa vie était sur le point de se promettre à quelqu'un et que cette personne allait l'aimer comme il le méritait. J'avais essayé d'aimer Serena. Vraiment. Mon fils Marcus l'avait rencontré 18 mois avant le mariage lors d'une conférence à Denver. Il m'a appelé depuis sa chambre d'hôtel le soir même, ce qu'il n'avait pas fait depuis des années. Il a juste appelé pour parler. Il a dit « Maman, j'ai rencontré quelqu'un aujourd'hui et je ne sais pas comment l'expliquer, mais j'ai l'impression d'avoir attendu ça. » J'étais assise dans la cuisine où son père et moi avions pris 10 000 repas ensemble et j'ai senti quelque chose se serrer dans ma poitrine que je n'avais pas encore nommé. J'ai cru que c'était du chagrin. Mon mari Thomas était décédé 2 ans avant cet appel. Peut-être que j'étais juste protectrice. Peut-être que j'étais juste solitaire. Je me suis dit ça. Serena avait 30 ans, consultante financière basée à Charlotte. Elle était grande et posée et elle m'a serré la main la première fois que nous nous sommes rencontrés, avec le genre de prise ferme et délibérée qui vous dit qu'elle l'avait pratiquée. Elle m'appelait Dorothy, pas Dot, même après que je lui ai dit 3 fois que tout le monde m'appelait Dot. Elle envoyait des lettres de remerciement sur du papier à en-tête monogrammé. Elle n'arrivait jamais sans une bouteille de vin. Elle faisait tout bien et je ne pouvais pas vous dire pourquoi quelque chose en moi ne se posait jamais autour d'elle. Je l'ai mentionné une fois à ma sœur lors d'un appel téléphonique l'automne dernier. Elle a dit « Dot, tu es en deuil et tu as peur de perdre Marcus au profit de quelqu'un de nouveau. C'est normal. Donne une chance à cette fille. » Je lui ai donné une chance. Marcus a acheté une maison à Charlotte pour être près d'elle. Il a déménagé toute sa vie dans une ville où il n'avait jamais vécu à cause d'une femme qu'il connaissait depuis 8 mois. Je suis descendu pour l'aider à déballer les cartons et je l'ai rencontrée à nouveau et j'ai regardé la façon dont elle lui souriait à travers la cuisine et j'ai pensé « Peut-être que je me trompe. Peut-être que c'est juste à ça que ressemble l'amour quand je n'en suis plus le centre. Peut-être que c'est difficile et que c'est bien. » Le mariage était prévu pour un samedi d'avril dans une ferme convertie en lieu de réception à l'extérieur de Charlotte appelée Ellion Ridge. 400 invités, un quatuor accorde un dîner assis avec un menu qui coûtait plus cher par couvert que ce que je dépensais en courses en une semaine. J'avais proposé de contribuer. Marcus m'a dit que la famille de Serena prenait en charge la plupart des dépenses. Et quand j'ai demandé à rencontrer ses parents, Serena a expliqué que son père était malade et que sa mère ne voyageait pas. J'ai envoyé une carte. Je n'en ai jamais reçu en retour. Le matin du mariage, j'étais sur le lieu de réception à 8 heures. Marcus m'avait demandé de venir tôt pour accueillir la famille immédiate à leur arrivée car Serena n'avait pas de famille présente et il voulait quelqu'un à la porte qui connaissait les gens. Je portais ma robe bleu marine et les boucles d'oreilles en perles que Thomas m'avait offertes pour notre 20e anniversaire. Et je suis entré à Ellion Ridge en sentant pour la première fois depuis 8 mois que peut-être tout allait bien se passer. C'est alors que Patty m'a attrapé le bras. Elle est apparue au coin avec une boîte de renoncule blanche, son visage de la couleur du papier, et elle m'a tiré avec une telle urgence que j'ai failli laisser tomber mon sac à main. Elle n'a pas dit un mot avant que nous soyons derrière le lourd rideau de velours qui séparait le couloir principal du couloir de la restauration, un passage étroit qui sentait les fleurs coupées et le cirage. « Ne faites aucun bruit », a-t-elle dit. « S'il vous plaît, regardez juste. »« Patty, qu'est-ce que c'est que ça ?» Elle a montré une brèche dans le rideau d'environ 5 cm de large qui donnait sur la suite de préparation de la mariée. La porte de cette suite était légèrement ouverte. Patty s'était positionnée exactement ici, j'ai réalisé exprès. Elle avait attendu. J'ai mis mon œil à la brèche. Serena se tenait à la fenêtre dans sa robe, ses cheveux à moitié attachés. Elle était au téléphone. Sa maquilleuse était assise sur le côté en train de faire défiler son propre téléphone, apparemment habituée à attendre. Serena avait le dos à la porte, c'est pourquoi elle n'avait pas remarqué qu'elle était ouverte. Je n'ai pas tout entendu. Le couloir avait ses propres bruits mais j'en ai entendu assez.
Je t'avais dit de ne pas appeler ce numéro aujourd'hui, a-t-elle dit à voix basse et dure. De tous les jours, Conrad. Une pause. Parce qu'après aujourd'hui c'est fini. C'est réglé. Je te l'ai dit. Une autre pause plus longue. Sa voix a baissé encore plus. Lily va bien. Elle est avec ta mère. N'en fais pas quelque chose que ce n'est pas. J'ai senti le sol se dérober sous moi. La main de Patty a trouvé mon bras dans l'obscurité. Je suis resté complètement immobile. J'ai entendu Serena dire encore une chose avant de terminer l'appel. Elle a dit « Je serai de retour d'ici jeudi ». Et tout emballé. Puis elle s'est retournée et est retournée à la chaise de la coiffeuse et s'est assise et a dit à sa maquilleuse « Désolé pour ces histoires de famille. Continuons. » Je me suis retiré de la brèche. Mon cœur faisait quelque chose que je ne pouvais pas décrire. Pas exactement une course, plutôt comme s'il avait oublié le rythme et essayait de le retrouver. Patty m'a guidé plus loin dans le couloir au coin d'une petite pièce où le personnel de la restauration stockait le linge supplémentaire. Elle a fermé la porte et allumé la lumière. Dis-moi ce que tu sais, ai-je dit parce que je pouvais voir qu'elle en savait plus. Elle était venue au lieu de réception ce matin-là à 6h30 pour commencer à installer l'arche de cérémonie. Elle est arrivée en même temps qu'un homme qui s'était garé à l'entrée de service, pas au parking principal. Il conduisait une berline argentée avec une plaque de Caroline du Sud et il avait une petite fille avec lui, peut-être 3 ou 4 ans, avec des cheveux bouclés foncés et la bouche exacte de Serena. Patty n'y aurait rien vu un fournisseur déposant un enfant chez un parent, sauf que Serena est sortie pour le rencontrer. Patty déchargeait des fleurs de sa camionnette et elle avait une vue dégagée de l'entrée de service à 6 mètres. Elle a regardé Serena s'accroupir et tenir la petite fille un instant, puis se lever et parler à l'homme doucement, intensément. Il lui a tendu une enveloppe. Elle l'a prise et l'a mise dans sa robe. Il a pris la petite fille et est retourné à sa voiture sans un mot de plus. Serena est restée debout et l'a regardé partir. J'ai failli ne rien dire, m'a dit Patty. J'ai pensé et ce ne sont pas mes affaires. Mais ensuite j'ai pensé à Marcus et j'ai pensé à toi et j'ai pensé à Thomas et à la façon dont Marcus a perdu son père et à ce que cela lui a coûté. Elle a serré les lèvres. Je ne pouvais pas ne rien dire. Je suis désolé de la façon dont je l'ai fait. Je ne savais pas comment faire autrement. Je me suis assise sur une chaise pliante. J'ai mis mes mains sur mes genoux. Je veux vous dire que je savais exactement quoi faire ensuite. Je veux vous dire que le chemin était clair. Il ne l'était pas. Pendant environ 30 secondes je suis resté assise dans ce placard à linge et j'ai pensé aux 212 personnes qui allaient être assises sur ces chaises blanches dans 3 heures. J'ai pensé à Marcus dans sa chambre d'hôtel, probablement en train de redresser sa cravate devant le miroir en ce moment. J'ai pensé au visage de Serena quand elle a dit « Je serai de retour d'ici jeudi ». Et tout emballé. L'absence totale de détresse dans sa voix, comme si elle avait fait les calculs et que les calculs fonctionnaient. Je me suis levé. J'ai dit à Patty de retourner aux fleurs et de faire comme si de rien n'était. Je lui ai dit de ne rien dire à personne encore. Elle a hoché la tête et m'a pris la main et l'a serrée et j'ai senti à quel point mes doigts étaient froids. Je suis retourné dans le couloir principal et j'ai gardé mon visage impassible et j'ai dit bonjour à la coordinatrice du lieu et j'ai demandé si je pouvais utiliser la suite nuptiale juste un instant parce que j'y avais laissé quelque chose plus tôt. Elle n'avait aucune raison de me questionner. J'avais flotté autour de ce lieu depuis 8 heures ressemblant à une femme qui appartenait. J'ai frappé à la porte de la suite nuptiale. La maquilleuse l'a ouverte. Serena était devant le miroir. Elle m'a regardé dans le reflet et son expression était agréable et contenue comme toujours. Dorothy, a-t-elle dit. Vous êtes en avance. Je voulais juste un instant, ai-je dit. J'ai regardé la maquilleuse. Voudriez-vous nous laisser quelques minutes? La femme a regardé Serena. Serena a fait un petit signe de tête. La femme est partie. J'ai fermé la porte. Je me suis assise sur la chaise en face de la coiffeuse. J'ai croisé les mains. J'ai regardé la fiancée de mon fils dans sa robe de mariée, ses cheveux à moitié faits et son visage à moitié maquillé. Et j'ai dit très calmement, parlez-moi de Conrad. Rien sur son visage n'a bougé. C'est ce qui m'a tout dit. Si Conrad avait été un cousin, un frère, un vieil ami, il y aurait eu un éclair de reconnaissance suivi d'une question. Au lieu de cela, il n'y avait rien à rien contrôler. Le rien de quelqu'un qui est déjà préparé à une version de ce moment. Je ne sais pas ce que vous voulez dire, a-t-elle dit.
L'homme qui est venu à l'entrée de service ce matin, la petite fille Lily, j'ai gardé ma voix égale. Conrad, l'appel téléphonique que vous venez de faire où vous lui avez dit que vous seriez de retour d'ici jeudi et qu'il fallait tout emballer. Le silence qui a suivi a duré 6 ou 7 secondes. J'ai compté. Puis Serena a posé son pinceau à poudre et s'est tournée vers moi et le confinement agréable avait complètement disparu. Ce qui l'a remplacé n'était pas de la honte. C'était du calcul. Vous m'avez espionné, a-t-elle dit. Quelqu'un qui se soucie de mon fils m'a dit quelque chose. J'ai écouté. Maintenant je vous demande de me dire la vérité. Vous ne voulez pas la vérité, Dorothy. Vous n'avez jamais voulu que je sois assez bien pour Marcus. Dès le premier jour, elle l'a dit avec une telle certitude que pendant une demi-seconde j'ai senti le vieux doute me traverser. La voix familière qui disait peut-être que vous êtes le problème. Peut-être que vous êtes la belle-mère jalouse dont les gens écrivent. Peut-être que c'est le chagrin qui porte le costume de l'instinct. J'ai laissé cette voix finir. Puis j'ai dit je veux savoir qui est Conrad. Elle m'a regardé longuement. Puis elle s'est retournée vers le miroir. Ce n'est personne, a-t-elle dit. Une ancienne relation. C'est compliqué. C'est fini. Et Lily? Une pause. Sa fille, pas la mienne. Elle a votre bouche, ai-je dit. C'est une chose ridicule à dire. L'enveloppe qu'il vous a donnée. Qui avait-il dedans? Elle a repris son pinceau. Je veux être honnête avec vous sur ce qui s'est passé en moi à ce moment-là. Il y a des gens qui se seraient levés et seraient sortis de cette pièce et auraient annulé le mariage immédiatement. Peut-être que c'était la bonne chose. Mais Marcus était mon fils et c'était le jour de son mariage. Et je m'étais déjà trompé sur des gens dans ma vie et je ne pouvais pas supporter le poids de détruire quelque chose dont je n'étais pas complètement certaine. J'avais besoin de plus que ce que j'avais. Je me suis excusé. Je lui ai dit que j'avais besoin d'air. Je lui ai dit que nous reparlerions avant la cérémonie. Elle a dit bien d'une voix qui m'a dit qu'elle pensait m'avoir géré. Je suis allé à ma voiture sur le parking et j'ai appelé Marcus. Il a répondu à la deuxième sonnerie, sa voix légère et joyeuse. Il a dit maman, je suis sur le point de quitter l'hôtel. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit j'ai besoin que tu m'écoutes et j'ai besoin que tu restes calme et j'ai besoin que tu ne dises pas son nom à voix haute ou quelqu'un pourrait t'entendre. Sa voix a complètement changé. Je lui ai dit ce que j'avais entendu. Pas l'interprétation, pas mes sentiments, pas ce que je soupçonnais, juste les faits. L'homme à l'entrée de service, la petite fille, l'appel téléphonique, l'enveloppe. Jeudi est tout emballé. Il y a eu un silence si long que j'ai cru que l'appel avait été coupé. Marcus, ai-je dit, je suis là. Sa voix était différente, plus vieille d'une certaine manière. Je pourrais me tromper et lui ai-je dit. J'espère que je me trompe mais j'avais besoin que tu saches. Il a dit donne-moi 20 minutes. Il m'a rappelé en 14 minutes. Sa voix était calme et plate d'une manière que je n'avais entendue qu'une seule fois auparavant, la nuit où son père est mort. Il a dit son nom n'est pas Serena Walsh. Il avait un ami qui travaillait dans la conformité financière, quelqu'un qui faisait des vérifications d'antécédents pour gagner sa vie. Il avait envoyé un message à cet ami dès que nous avions raccroché. Il avait fallu 12 minutes à son ami pour le trouver parce que son vrai nom était Karen Brigg. Elle avait 34 ans, pas 30. Elle était légalement mariée à un homme nommé Conrad Brigg de Columbia en Caroline du Sud. Ils étaient mariés depuis 6 ans. Ils avaient une fille ensemble nommée Lily qui avait 4 ans, qui avait été photographiée à l'entrée de service de Ellion Ridge ce matin-là vers 6h45. Karen Brigg n'avait pas d'argent de famille. Il n'y avait pas de père malade, pas de mère qui ne voyageait pas. Il y avait une série de poursuites civiles liées à la fraude financière remontant à 7 ans. Il y avait un schéma. Je me suis assise sur le parking du lieu de mariage dans ma robe bleu marine et mes boucles d'oreilles en perles et j'ai compris clairement et complètement ce qu'était Serena Walsh. Elle avait trouvé mon fils qui était gentil et réussi et nouvellement installé et légèrement à la dérive après avoir perdu son père, et elle avait construit une version d'elle-même qui correspondait exactement à l'espace de son désir. Elle avait tout fait correctement parce qu'elle avait déjà fait cela. Elle prévoyait de l'épouser et éventuellement d'accéder à ses comptes et à ses actifs et de disparaître un jeudi alors qu'il était encore occupé à être un mari. J'ai pensé à Lily qui avait 4 ans et avait la bouche de sa mère qui était en ce moment chez sa grand-mère sans rien savoir de tout cela. J'ai pensé à ce que mon mari Thomas aurait dit. Il aurait dit Dot, respire puis fais ce qui est juste. Je suis retourné à Ellion Ridge. Le coordinateur m'a vu et m'a fait signe.
Patty arrangeait les dernières fleurs de l'arche de cérémonie et elle m'a regardé de l'autre bout de la pièce et je lui ai fait un tout petit signe de tête. Ses épaules se sont relâchées de soulagement. Je suis allé à la suite nuptiale et j'ai frappé. Karen a ouvert la porte elle-même cette fois. Son maquillage était fait. Ses cheveux étaient attachés. Elle était, je le dirais, vraiment belle. Elle m'a regardé et elle a commencé à dire quelque chose de dédaigneux et j'ai dit doucement « Je sais que votre nom est Karen Brigg. Je sais pour Conrad. Je sais pour les poursuites civiles. » Elle s'est immobilisée d'une manière différente d'avant. Ce n'était pas du calcul. C'était quelque chose de plus ancien et de plus animal. Mon fils est en route, l'ai-je dit. Et j'ai déjà appelé le bureau du shérif du comté parce que ce que vous avez planifié est une fraude. Avant qu'il n'arrive, je vous donne une chance de partir tranquillement. Elle m'a fixé du regard. Pensez à Lily, l'ai-je dit. Elle aura besoin de la présence de sa mère. C'est la seule chose que je dirai en votre faveur. Sa mâchoire s'est crispée. Quelque chose de compliqué a traversé son visage. Pendant un instant, j'ai vu quelque chose qui aurait pu être authentique. Une version d'une personne qui savait exactement ce qu'elle avait fait et avait décidé que cela n'avait pas d'importance jusqu'à présent. Debout dans une robe de mariée dans une pièce pleine de fleurs blanches tandis qu'une femme de 62 ans avec des boucles d'oreilles en perles la regardait sans cligner des yeux. Puis c'est parti. Elle a essayé de passer devant moi. Je me suis écarté parce que je n'allais pas la retenir physiquement. Ce que j'avais dit à propos du bureau du shérif était vrai et elle le savait et je pense qu'une partie d'elle avait déjà fait les calculs. Elle a atteint le couloir. Elle est arrivée jusqu'à l'entrée principale où 2 officiers entraient. Marcus les avait également appelés, il s'est avéré de sa chambre d'hôtel pendant que je rentrais à l'intérieur. Il y a un genre de silence particulier qui tombe sur une pièce pleine de professionnels du mariage quand quelque chose tourne mal. Les fleuristes et les traiteurs et le coordinateur sont tous devenus très silencieux. Je me suis tenu dans l'embrasure du couloir et j'ai regardé 2 officiers parler à Karen Brigg dans sa robe de mariée et j'ai senti quelque chose quitter mon corps qui était assis dans ma poitrine depuis la première fois que j'avais serré sa main délibérément pratiquée. Mon fils est arrivé 20 minutes plus tard. Il a franchi les portes d'entrée de Ellion Ridge dans son costume de mariage et il m'a regardé debout dans le couloir et il a traversé la pièce et il m'a serré dans ses bras et il n'a rien dit pendant longtemps. Quand il s'est retiré, ses yeux étaient humides. « J'aurais dû t'écouter » a-t-il dit. « Tu ne pouvais pas savoir » lui ai-je dit. « Tu savais. » Je ne savais pas. Je l'ai juste senti. Il s'est essuyé le visage. Il a regardé autour de lui les fleurs, les chaises et le quatuor à cordes qui avaient commencé à arriver avec leurs étuis d'instruments et il a dit « Qu'est-ce que je fais maintenant ?»« Maintenant. » J'ai dit « Tu t'assois et je te prendrai un café et ensuite nous trouverons le reste. » Je suis allé chercher 2 tasses de café dans la salle de restauration et je les ai ramenées et nous nous sommes assis ensemble au premier rang des 212 chaises blanches vides et j'ai pensé à Thomas. Qui aurait dû être là? Qui aurait été si bon à ce stade? À savoir quoi dire? Je pouvais sentir son absence. La façon dont on sent une dent manquante avec sa langue. La façon dont on sait toujours exactement où se trouve l'espace. Mais j'étais là. J'avais été là ce matin-là quand ça comptait. J'étais allé derrière le rideau. J'étais resté assise dans le placard à linge et j'avais écouté Patty. Et je n'avais pas laissé le vieux doute me dissuader de ce que je savais. C'est la chose que personne ne vous dit à propos de la maternité après que vos enfants sont grands. Les gens agissent comme si le plus dur était passé. Ils agissent comme si une fois que les enfants sont hors de la maison et établis et prennent leurs propres décisions vous vous retirez et tout devient plus facile. Ça ne devient pas plus facile. Ça devient différent. Vous n'êtes plus la personne qui décide des choses pour eux. Vous êtes la personne qui détient les informations qu'ils n'ont pas encore. Et vous devez décider à chaque fois s'il faut parler ou rester silencieux et si votre voix aidera ou nuira. J'ai parlé. Je suis contente d'avoir parlé. Karen Brigg a été arrêtée cet après-midi-là pour des accusations liées à la fraude et à l'usurpation d'identité. J'ai appris plus tard par le contact de Marcus en conformité financière que Conrad avait essayé de la joindre toute la matinée non seulement à cause de Lily mais parce qu'il avait découvert ce qu'elle faisait et avait tenté à sa manière compliquée d'avertir les gens qu'elle épousait. Il n'était pas un méchant dans cette histoire. C'était un homme qui avait épousé quelqu'un qu'il ne connaissait pas entièrement et avait passé 6 ans à le découvrir. Lily resterait avec Conrad et sa mère. Elle ne connaîtrait jamais les détails de ce qui s'est passé ce matin d'avril dans une ferme à l'extérieur de Charlotte.
Elle grandirait en sachant que sa mère avait fait des choix et que ces choix avaient des conséquences et que les personnes qu'il aimait le plus étaient celles qui se manifestaient constamment silencieusement au fil des ans. Marcus a pris 2 semaines de congé. Il est allé rendre visite aux frères de son père dans le Vermont et il a fait de la randonnée tous les jours et il est revenu l'air maigre mais plus clair. Il m'a appelé du sentier un après-midi et a dit « Maman, tu sais à quoi je ne cesse de penser ?» J'ai dit « À quoi ?» Il a dit « Je ne cesse de penser à la façon dont papa disait toujours que tu étais la personne la plus intelligente dans n'importe quelle pièce où tu entrais. Je ne comprenais pas entièrement ça quand j'étais enfant. Je pense que je le comprends maintenant. » J'étais debout devant l'évier de la cuisine quand il l'a dit. J'ai regardé par la fenêtre le potager de Thomas que j'entretenais seul depuis 2 printemps maintenant. Et le sentiment qui m'a traversé n'était pas le triomphe. Ce n'était pas la satisfaction. C'était la paix douce amère particulière de savoir que vous avez fait la chose pour laquelle votre vie vous a préparé. Mon fils va bien. Il va plus que bien. Il m'a dit le mois dernier qu'il avait commencé à dîner avec une femme de son bureau. Quelqu'un qu'il connaît depuis 3 ans, quelqu'un dont il a vérifié le nom de famille tôt parce que c'est apparemment une chose qu'il fait maintenant. Il l'a dit avec le genre d'humour conscient de soi qui me dit qu'il ira bien, qu'il a digéré cela et qu'il choisit d'avancer au lieu de s'écarter. Je lui ai dit que j'étais contente. Je ne lui ai pas dit que je la connaissais déjà. Je l'avais rencontrée une fois à la fête de fin d'année de son entreprise il y a 18 mois. Elle m'avait posé 3 questions sur moi-même et s'était souvenue des réponses la 2e fois que nous nous étions rencontrés. Elle avait ri de quelque chose que Thomas avait l'habitude de dire, une phrase particulière que j'avais citée, et elle semblait sincèrement ravie plutôt que poliment amusée. Je n'avais rien dit alors. Je ne dirai rien maintenant. Pas encore. C'est l'autre chose que personne ne vous dit. Parfois la meilleure chose qu'une mère puisse faire est de garder son calme. Regardez. Laissez l'histoire s'écrire elle-même. Faites confiance à l'instinct qui vous a dit que quelque chose n'allait pas, il peut aussi reconnaître tranquillement et sans fanfare quand quelque chose va bien. Patty m'a envoyé des fleurs la semaine dernière, des renoncules blanches, le même genre qu'elle utilise pour tout. La carte disait « Vous êtes une femme courageuse. » D. O.T. Henderson. Thomas serait d'accord. Je les ai mises sur la table de la cuisine et je suis resté avec elle un moment. Il le serait. Je sais qu'il le serait. Et à quiconque écoute cette histoire, si quelque chose en vous dit doucement avec persistance, faites attention s'il vous plaît, écoutez-le. Pas avec du drame, pas avec des accusations avant d'avoir les faits. Mais avec la volonté constante, patiente d'aller derrière le rideau quand quelqu'un en qui vous avez confiance vous y tire. La vérité attend presque toujours de l'autre côté. Et parfois la chose la plus importante que vous ferez jamais pour la personne que vous aimez le plus est simplement d'être celle qui ne détourne pas le regard.